Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission avec le Maroc depuis Washington sur Média TV. Je suis Adam Early et je suis toujours très heureux de vous retrouver. Nous avons vécu récemment une série de crises qui ont durement frappé l'économie mondiale. La première a été la pandémie de Covid-19, pandémie qui a provoqué un ralentissement économique global. 2 ans plus tard, la Russie a envahi l'Ukraine dans une guerre qui a provoqué une forte hausse des prix des carburants et des denrées alimentaires. Mais tout cela n'est rien comparé à la catastrophe qui a menacé ces dernières semaines de provoquer un séisme sur l'économie mondiale. Selon le département du Trésor des États-Unis, le gouvernement américain était le 5 juin au bord de la banqueroute. En vue d'éviter un tel scénario, le Congrès a accepté de relever le plafond de la dette, autrement dit d'augmenter le montant de la dette autorisée. Sans cette approbation, les États-Unis auraient manqué de remplir leurs obligations, de payer les taux d'intérêt, les salaires des employés fédéraux ou même les pensions des retraités et les frais d'assurance maladie. D'ailleurs, il faut savoir que plusieurs pays auraient perdu une partie de la valeur de ces obligations. Heureusement, au terme de négociations marathon, cette crise a pu être surmontée à temps. Le président Biden et le chef républicain au Congrès, Kevin McCarthy, ont mis la dernière main à cet accord de principe à la veille de la date fatidique. Pour clarifier la gravité de la situation, permettez-moi de vous citer un extrait du discours du président Biden lors d'une brève apparition devant les médias à la Maison-Blanche. Je le cite. « Cet accord permet d'éviter la pire crise possible. Un défaut de paiement pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une récession économique, des comptes épargne-retraite dévastés et des millions d'emplois perdus. » Fin de citation. Tout cela sans compter que la position des États-Unis en tant que nation la plus importante de l'économie mondiale aurait été remise en cause. Mais à l'avenir, serons-nous vraiment à l'abri d'un effondrement économique? Quelle est la valeur de cet accord et nous protège-t-il vraiment de tout déficit financier? Pourquoi, en effet, supposons-nous que le monde fait confiance aux États-Unis pour empêcher qu'un tel problème ne se reproduise à nouveau? Pour discuter de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 2 experts en économie internationale. Parmi nous aujourd'hui, l'ambassadeur Lincoln Broomfield, spécialiste de la politique étrangère américaine, du commerce international et de la sécurité. Il est directeur d'un cabinet de consulting dans le domaine de la coopération énergétique. Monsieur Broomfield a présidé le Simpson Center à Washington et il a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement américain, dont ceux de secrétaire d'État adjoint aux affaires politiques et militaires, sous-secrétaire d'État aux affaires du Moyen-Orient, vice-président adjoint à la sécurité nationale et sous-secrétaire adjoint à la défense pour les affaires internationales. Parmi nous également aujourd'hui, le docteur Jean-François Seznec, expert principal à l'Atlantic Council Global Energy Center, l'un des plus grands centres d'études énergétiques. Il est également professeur adjoint à l'université de Georgetown et Johns Hopkins School of Advanced International Studies. Il co-gère Lafayette Group, une société de conseil et d'investissement dont les recherches portent sur les variables sociales et politiques sur les marchés financiers et pétroliers, et a aussi été responsable bancaire dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Soyez les bienvenus, messieurs. Je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Mais avant de vous donner la parole, je me tourne vers notre chroniqueur, Georges Landry. Georges, il y a 3 ans, lorsque Trump était encore président, le Congrès avait relevé le plafond de la dette sans aucun problème ni menace de crise,
alors que cette année, le même scénario a conduit le pays au bord du gouffre. Alors, quelles sont les raisons? Pourquoi cette fois-ci, le Congrès a-t-il commencé par refuser d'augmenter le plafond de la dette? Well, I think there's some differences. 3 years ago, we hadn't had the pandemic yet, and the Je spending pense that qu'il y a une différence car il y a 3 ans, nous n'avions pas encore subi le choc de la pandémie et l'augmentation des dépenses qui en a résulté. Or, historiquement, nous connaissons la crise du plafond de la dette depuis plusieurs années et il n'est pas étonnant que nous ayons atteint ces niveaux et ces accords. And I think it's worth pointing out that this is a problem that could have been resolved just several months ago when Speaker Pelosi and Majority Leader Il convient noter que cette crise aurait pu être résolue il y a des mois lorsque Nancy Pelosi, Chuck Schumer et le président Joe Biden avaient des pouvoirs plus larges, mais ils ne l'ont pas fait et voilà, nous sommes arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Cependant, à un autre niveau, nous n'aurions pas été au courant de cette crise s'il y avait eu une révision du volume élevé des dépenses et je ne pense pas que les républicains et la Chambre des représentants aient délibérément fait obstruction. J'ai parlé avec plusieurs experts et ils m'ont dit que la date du 5 juin dernier n'était qu'une hypothèse et que la vraie date est le mois d'août. Mais en même temps, je suis sûr que nous devons être prudents car personne ne veut cette crise, personne ne veut la guerre et personne ne veut faire défaut sur ses dettes. Jean-François Seznec, permettez-moi d'insister sur ce point. Pouvez-vous nous expliquer ce que signifierait pour nos auditeurs marocains le non-paiement de la dette de l'administration américaine et comment cela affecterait leur vie? Well, I'm not sure how it would affect the lives directly of Morocco, but it certainly would make Écoutez, je ne suis pas sûr de l'impact direct de cela sur le Maroc. Mais il est certain que cela rendra les choses très difficiles pour les dirigeants marocains, car la confiance dans le dollar en tant que base du commerce international va changer. D'autant plus que le Maroc dépend des exportations de produits de base, y compris le phosphate. fertilizers, among other things, and that would make life very difficult for everybody. The revenues of the state would probably De ce fait, les revenus d'exportation diminueront considérablement et à la fin, cela conduira à une augmentation du taux de l'intérêt aux États-Unis. Cela affectera généralement les taux d'intérêt partout dans le monde, en particulier au Maroc. Et cela se répercutera sur tous les citoyens au Royaume du Maroc, car ils devront payer plus pour leurs dettes, ce qui rendra la vie très difficile. And will make life pretty miserable for everybody. J'ai lu quelque part que des pays comme le Pakistan, qui possèdent de grandes quantités d'obligations américaines, auraient subi des conséquences financières désastreuses. Pouvez-vous nous dire pourquoi? La valeur des obligations américaines diminuera, ce qui signifie que les taux d'intérêt augmenteront. La Chine, par exemple, possède $1 billion de ces obligations et leur valeur diminuera. Le Pakistan a également investi dans ces obligations plus que la Russie, le Japon et l'Arabie saoudite. Ces derniers ont investi et cela constituera un problème majeur. Lincoln, vous avez beaucoup collaboré avec des gouvernements étrangers. Pourquoi notre incapacité de payer cette dette signifierait une menace de crise pour nos alliés? Well, there are probably several reasons. One is that under the Constitution, Il y a un certain nombre de raisons derrière cela. Selon la Constitution des États-Unis, il y a une promesse écrite selon laquelle la pleine confiance dans la puissance financière des États-Unis ne doit pas être remise en question. Cependant, si les États-Unis ne remboursent pas leurs dettes, il n'y aura aucune confiance dans le dollar américain. Alors, les parties en ont-elles tenu compte? Peut-être non, mais la Chine est prête à dire au monde entier que le système américain a échoué. Pékin a essayé de dire que c'est exactement ce qui s'est passé depuis la récession ou la dépression économique qui s'est produite en 2008.
La Chine essaie aujourd'hui, à travers un tel événement majeur, de dire pourquoi ne pas essayer de créer un panier de devises étrangères, y compris la devise chinoise, à travers lesquelles le pouvoir économique peut être transféré hors des États-Unis. Un tel changement soulève des questions sur les fondements du système mondial dans son ensemble. Ainsi, les nations ont regardé ce qui se passait aux États-Unis et se sont rendues compte qu'il y avait un peu de chaos et de division, notamment sur les réseaux sociaux, ce qui a exacerbé la division aux États-Unis. Mais ce que tout le monde ne voit pas, c'est que l'affaire s'est terminée par la chute dans l'abîme pour des raisons importantes et chaque parti s'en est attribué le mérite. Le président Biden a confirmé que ce qui s'est passé n'était pas une erreur qu'il avait commise, mais que c'était la faute des autres. Et le speaker de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, qui a le soutien de la droite républicaine, s'est attribué le mérite d'avoir évité une telle chute. En fait, ce que je veux que le monde voie, c'est que les États-Unis se sont souvenus de leur rôle en tant que nation responsable. Malgré cette confusion, les États-Unis doivent montrer qu'ils peuvent continuer à fonctionner comme un système performant. Je voudrais développer avec vous ce point parce que les États-Unis se comportent comme un modèle démocratique. Comme l'a dit George, ce n'est pas la première fois que le Congrès approuve et autorise le gouvernement à augmenter le taux d'endettement. Cela se produit tous les 2 ans. Mais pourquoi cette fois-ci avons-nous frôlé la banqueroute? Je voudrais également vous demander comment pouvons-nous prédire que le monde sera confronté à une autre crise dans 2 ans, ce qui permettra à la Chine d'exploiter l'affaire, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Permettez-moi de revenir à 2008 ou à 2001 et 2003. Après les événements du 11 septembre, l'administration de George Bush a été obligée d'ajouter 9 fonds complémentaires et elle a dépensé $1 milliard en Irak et cela n'a pas été inclus dans le budget, ce qui a augmenté la dette publique. Puis, avec la crise de 2008, le président Obama a été contraint de dépenser des sommes colossales pour sauver l'industrie automobile et d'autres industries, ce qui a beaucoup alourdi la dette américaine. En outre, le président Trump a réduit les recettes fiscales. Cependant, la pandémie du coronavirus a changé la donne. Mais le Parti républicain ne parle pas de cela et aujourd'hui, nous sommes au milieu d'un différend politique sur qui est responsable de l'augmentation de la dette. L'aile droite du Parti républicain veut qu'aucun montant du budget ne soit dépensé l'année prochaine, plus que ce qui a été dépensé l'année dernière, ce qui signifiera une diminution des dépenses militaires américaines avec une augmentation du taux d'inflation. Lincoln, permettez-moi de vous interrompre. Nous allons devoir faire une courte pause avant de vous laisser poursuivre. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur la crise de la dette américaine. Nous étions sur le point d'entendre l'analyse de l'ambassadeur Lincoln Bloomfield sur les raisons de la récurrence de cette crise et sur ce qu'il fallait craindre à l'avenir. Nous vous écoutons, Monsieur Bloomfield. Alors je veux dire que quand j'étais jeune, on parlait du montant de la dette japonaise parce que c'était un pourcentage élevé du produit national brut. Mais on disait aussi que le Japon avait confiance en sa capacité financière. Par conséquent, nous ne devrions pas nous inquiéter car la dette japonaise dépassait 100% de son produit national brut. Et aujourd'hui, les États-Unis ont dépassé ce pourcentage, ce qui a incité les économistes à dire que des mesures devraient être prises à cet égard. Selon la Constitution, cela devrait se faire par le biais du processus de discussion du budget au sein du Congrès. Quand ce dernier décide du budget, c'est comme quand on demande d'acheter quelque chose avec une carte de crédit. On l'a déjà acheté. Quand la facture nous parvient, il faut la payer. Et ce qui est inquiétant dans ce qui s'est passé, c'est que nous débattons aujourd'hui de savoir si nous devrions payer la facture de la carte de crédit, ce qui affecte notre crédibilité, notre capacité de payer, la position des États-Unis partout dans le monde. Comme votre invité l'a souligné tout à l'heure,
Cela affecte l'économie mondiale dans son ensemble. Nous devons donc revenir au rôle du Congrès dans le débat sur le budget et l'accord sur les dépenses et les taxes. Bien évidemment, cela est dû au fossé politique et Lincoln a parlé de la façon dont le Congrès devrait s'unir et s'entendre sur des dépenses raisonnables. Mais ce fossé entre les républicains et les démocrates est plus profond que jamais, car nous voyons que les deux partis prennent des positions extrêmes sur la plupart des questions. Alors, Monsieur Seznec, quel est votre regard sur la direction que prend la politique aux États-Unis et sur notre capacité à gérer ce problème à l'avenir? Je parle ici des dépenses élevées et du plafond de la dette qui menacent l'économie mondiale. Well, I'm not sure where we're going actually with all this, but Je ne sais pas par où commencer car vous avez posé une liste de questions. En fait, nous devons certainement être prêts à reconnaître que le prestige des États-Unis est soumis à une énorme pression. Et nous avons vu les efforts du bloc des BRICS cette semaine. La Chine, le Brésil, la Russie et d'autres pays essaient de créer une autre monnaie pour remplacer le dollar. Et les divisions à Washington ne cessent d'aider de tels scénarios. Par exemple, l'aspect le plus important des dépenses chinoises concerne ses achats de pétrole, dont la plupart provient d'Arabie Saoudite, du Koweït et des pays du Golfe en général. Et on parle de plus en plus de la possibilité pour la Chine de payer ses importations de pétrole en monnaie chinoise, ou par le biais de la monnaie unique proposée par le bloc des BRICS. Ainsi, la Chine peut progressivement s'éloigner du dollar américain. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais cela peut se produire plus rapidement que la plupart des gens ne le pensent. Certes, il est vrai que la monnaie chinoise n'est pas en réalité une monnaie d'échange internationale, mais le fait que la Chine a actuellement beaucoup de pouvoir dans le domaine du commerce international, alors que les États-Unis n'ont pas ce pouvoir en raison de l'énormité du déficit commercial américain, la Chine peut avoir une grande capacité à atteindre ses objectifs. Permettez-moi de rappeler que les divisions politiques à Washington aideront la Chine. Avec de telles divisions, nous accomplissons la tâche au nom de la Chine. Lincoln, j'aimerais avoir votre avis sur ce que vient de dire Jean-François Seznec, surtout si vous vous mettez à la place de responsables marocains, saoudiens ou étrangers. Le commerce mondial et la sécurité dépendent-ils trop des États-Unis? Quels sont les risques? Comment, si des entités parallèles telles que les BRICS étaient créées, cela serait-il justifié? Adam, I'm an optimist. That's wired into my DNA. Écoutez, Adam, je suis un optimiste de nature et je croyais que l'avenir était porteur de prestige pour les États-Unis et pour les intérêts communs du reste du monde. Les États-Unis avaient des dirigeants qui comprenaient les relations internationales. Ils étaient depuis toujours conscients de ce qui intéresse d'autres pays, comme le Maroc, et de comprendre ce que font d'autres comme la Chine. Bien évidemment, le prestige du leadership américain a décliné lorsque les dirigeants ont commencé à examiner les outils de réseaux sociaux pour savoir le nombre d'abonnés de leurs tweets sur Twitter. Je crois que les États-Unis retrouveront bientôt leur position internationale en investissant dans le transport et les énergies renouvelables. Les États-Unis ont un système très vital dans le domaine des inventions et dans le domaine académique et financier. Les États-Unis ne veulent pas dominer le monde comme pensent les régimes totalitaires à Pékin et à Moscou. Ces derniers essaient d'exploiter ce qui se passe aujourd'hui, mais cela va certainement changer. Alors je dis à mes amis au Maroc, quand vous visitez Washington, parlez aux membres du Congrès et demandez-leur, savez-vous ce qui se passe dans notre pays? Cela vous intéresse-t-il? Comment vos politiques contribuent-elles à renforcer les intérêts et l'influence des États-Unis à travers le monde? Et comment vous préparez-vous
à un avenir meilleur. optimistic. All right, George, I want to get your thoughts on what George, Lincoln said because J'aimerais entendre votre avis sur ce que Lincoln vient de dire. Il est républicain comme vous. what's your thought about his Alors, comment comment évaluez-vous sa lecture? the internationalists that used to Croyez-vous que nos élus soient plus intéressés par le nombre de leurs abonnés sur les réseaux sociaux people who are more interested in how many followers they have on que Twitter par le souci de trouver une politique équilibrée, balancing geostrategic pressures comme le faisait en son temps Henry Kissinger? Quel est votre point de vue? Just a little bit about that. Well, I think Link made some good points. Like Je him, pense I'm que also Lincoln a on évoqué the des side. points très importants et d'ailleurs je suis comme lui optimiste. Je ne pense pas que cette crise contrôlera notre avenir, mais je suis d'accord avec vous. Je pense que le fait de promouvoir les États-Unis et les intérêts des États-Unis réside dans la préservation de notre position à travers le monde et pas seulement en élevant notre voix avec des slogans. Nous devons construire une économie forte et aider nos amis et nos alliés à renforcer également leur économie en coopérant avec eux. Ce sont vraiment des étapes de haute importance. Okay. My last question is Bien, for ma both of dernière you, question and s'adresse à la fois à Jean-François. Lincoln et à Jean-François. Alors, je commence par vous, Lincoln. Le président Biden en a surpris plus d'un en parvenant à cet accord, quoi qu'en disent ses détracteurs, qui le disent trop âgé et incapable de traiter avec les républicains. Car en définitive, il a bel et bien réussi à surmonter cette crise. Alors, pensez-vous aussi qu'il a dépassé toutes les attentes? C'est vrai qu'il a marqué un point, mais nous ne sommes pas tirés d'affaire et d'autres écueils sont encore sur sa route. Alors, quels sont, selon vous, les principaux obstacles auxquels nous devrons faire face? Et je veux dire, les risques qui pourraient déstabiliser l'économie mondiale. Well, look, I would my own Écoutez, candid mon view is opinion that franche est que la politics of the United politique aux States États-Unis est dans is une at période de the moment transition transition et crisis. même de crise. There's an ethics problem in Washington where people want to stay too Il y a un long. problème de morale à Too much Washington où interested in certains their own peuvent interests. vouloir continuer de faire la This politique plus everyone longtemps else in the country et veiller sees à this, leurs so there's a lot propres of intérêts, ce qui est remarqué par tout le monde ici aux États-Unis. Je crois que le président Biden est très apprécié parce qu'il s'est entouré d'une équipe confiante. Il a une vision protectrice des questions importantes et il y est parvenu grâce à sa patience. Mais certains ne cessent de l'accuser d'être vieux et incapable de bien parler et qu'il n'avait pas de déclarations efficaces. Mais de l'autre côté, il y a un parti dirigé par l'ancien président Donald Trump qui est intéressé par le fait d'apparaître régulièrement. Il semble que cela lui apporte de l'admiration, sachant que son vrai bilan est très négatif et qu'il n'a rien accompli de ce qu'il avait promis. Les deux partis traversent une crise, donc quelque chose de nouveau doit arriver. But both sides are in crisis, and something new will have to come. And we ask our friends, be patient. Par conséquent, je conseille nos amis d'être patients car il y a une nouvelle génération d'Américains qui se soucient de l'avenir et le président Biden se présentera aux prochaines élections présidentielles, comme il l'a dit, et nous verrons. We'll see. Great. Thank you, Link. Merci Lincoln. Jean-François, que pensez-vous de ce qui vient d'être dit? Well, I think what the ambassador Bloomfield said is absolutely right. Je crois but que there ce has que to l'ambassadeur be a an dit est tout agreement à fait between the exact. two parties Mais il faut qu'il y ait un accord entre les deux parties pour résoudre le problème de fond, qui est d'atteindre l'équilibre budgétaire et de réduire la dette américaine. Les États-Unis sont restés un pays fort et un chef de file du monde entier parce qu'ils étaient perçus comme un pays capable de gérer ses ressources sans avoir besoin d'emprunter. Ils ont donc gagné la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui les deux parties aux États-Unis doivent s'entendre sur le moment où les impôts doivent être augmentés car ils ne doivent pas être constamment réduits. Les États-Unis doivent prendre en considération les politiques étrangères afin de réduire les dépenses militaires. Et de ce fait, la situation exige un accord bipartite sur une approche pour faire avancer les États-Unis. Right. Mushahideen Karam,
Cette discussion me rappelle ce que l'ancien secrétaire d'État américain James Baker a déclaré un jour, à savoir que les États-Unis ne seront jamais vaincus par une puissance extérieure, car le seul ennemi susceptible de les vaincre, c'est eux-mêmes. Et il faisait ce jour-là référence au plafond de la dette américaine et de l'économie nationale. Et comme Jean-François Seznec le dit aujourd'hui, si nous ne contrôlons pas nos dépenses, notre République va s'effondrer. Il y aura encore beaucoup à dire autour de ce sujet. Je suis heureux que nous l'ayons abordé aujourd'hui, car un tel sujet revêt une très haute importance. Je tiens à remercier mes deux invités, l'ambassadeur Lincoln Bloomfield et Jean-François Seznec. Merci également à notre chroniqueur, George Landry. Merci à vous pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Médien TV. À très bientôt.